Bonjour à tous, c'est l'Omniscient. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle case de l'Avent. Alors pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas ce format, c'est une mini-série en 4 épisodes qui sort tous les samedis sur ma chaîne, à l'occasion des 5 ans et du 5e calendrier. L'épisode précédent était la première partie de cette interview en 2 parties. Celui-ci est donc, vous en doutez, la deuxième partie. Avant cela, vous avez pu découvrir une rétrospective de la chaîne de Superflame au premier épisode. Et si vous avez loupé tout ça, le lien est en description et en fiche. On se retrouve donc une nouvelle fois avec Superflame et Jev pour près d'une heure et demie de contenu où on discute cette fois-ci de Tellington et de l'histoire et le futur, vous le verrez, de Superflame Studio. Voilà pour l'introduction. Petit warning pour vous dire que j'ai eu certains soucis lors de la capture et que parfois la vidéo peut sauter. C'est toujours sur des périodes assez brèves et c'est remplacé par une photo de la tête de Superflame et de Jev. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière case de l'Avent, le 24 à midi. Cette vidéo sera assez courte, pas plus de 5 minutes, mais sera sans doute la vidéo la plus importante de ma chaîne. Alors si vous en avez le temps, pendant le rush de Noël, de vous offrir une petite pause, ce sera avec grand honneur pour moi. Sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine, merci de m'avoir suivi, et maintenant, bonne vidéo. Là, du coup, on va parler du développement de Tellington. Donc, on vient d'en parler un peu. La première question, c'était comment vous est venue l'idée de Tellington. Mais je sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. Vous avez des choses à rajouter là-dessus d'ailleurs. Alors, On en a parlé direct, hein. l'idée de Tellington, moi, ça remonte à il y a longtemps. Ça a commencé à germer dans ma tête après avoir fait la série Andrew Bennett, où j'ai voulu revenir à la série audio, notamment à l'époque de Pic au vent. Et ça correspond à l'époque où justement Kevin m'a contacté. C'était pendant Pic au vent ou après? C'était un peu après Pic au vent, je crois. Comment On a vu ça tout à l'heure. T'es sûr que c'était avant Pic au vent? Ou c'était pas en... C'était la vidéo Mon combat pour la création, de toute façon. Ah oui, voilà. Bah, c'était à ce moment-là, on va dire. Et en fait, Tellington a commencé à germer dans ma tête à cette idée, à ce moment-là. Je savais que je voulais trouver un moyen de monétiser des récits audio. Je savais que je voulais que la monétisation soit récurrente, donc à abonnement, pour avoir la garantie d'avoir les revenus qui tombent, parce que moi je viens d'un milieu extrêmement précaire. J'ai toujours manqué d'argent et je sais ce que c'est que d'en chier à boucler les fins de mois, de se dire putain, est-ce que je vais arriver à payer mes factures, à manger comme il faut à ma faim, etc. Et du coup, j'ai cette angoisse de la précarité qui est en permanence au-dessus de ma tête et qui me force à chercher à sécuriser mes positions économiques, toujours. Et du coup, j'avais cette volonté d'avoir un truc, genre l'argent rentre un peu tout le temps. Et à l'époque de cette vidéo-là, si je dis pas de bêtises, il me semble que je demandais aux gens de faire des dons récurrents sur YouTube. Ouais. Et je leur disais, je préfère que vous me donniez 2 euros par mois, mais je sais que tous les mois j'ai 2 euros, plutôt que vous me donniez 20 euros, tu vois. Etc. Parce que j'avais ce besoin de construire un revenu récurrent qui me permet d'avoir une stabilité et une tranquillité d'esprit. Ok. J'avais déjà en tête de faire Tellington, ça s'appelait pas encore Tellington, il y a eu plein de noms qui ont été évoqués à l'époque, on en cherchait un. Mais en fait, j'avais juste pas les compétences techniques pour le faire. Je savais déjà programmer, j'avais déjà une vague idée de comment je pourrais éventuellement faire, mais ça aurait été un vieux lecteur de MP3 dégueulasse, et genre en fait tu paies via PayPal et puis voilà. Et l'autre approche que j'avais aussi, c'était de faire comme ce que j'avais fait avec les démons d'Hugo, c'est-à-dire vendre un gros fichier zip avec tous les épisodes. Le fichier zip c'est 16 euros, et après t'as tous tes épisodes en .mp3 quoi. Ça c'était une autre approche et qui avait plutôt bien cartonné. Et c'est aussi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a fait dire ok, les gens sont prêts à payer pour écouter mes histoires. Sont prêts à payer spécifiquement pour écouter une histoire et avoir accès à une histoire. Ok. Et c'est là que tout s'est mis un peu en branle dans ma tête, en mode ok, on peut faire un truc. Et ça correspond à peu près à la période où Kevin m'a contacté, et ça tombait bien. Lui, il est développeur, lui, il a le background et la compétence pour faire Tellington, et du coup, on a pu faire Tellington, qui a eu plein de noms. Le nom temporel, au début, temporaire, ça a été Superflix, j'en ai déjà parlé dans les SAQ, on ne savait pas, pour Superflame et Netflix. On est passé par plein d'autres noms, genre Historio, Tellario, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tellario, ouais, on avait. Tellario. On avait plein de conneries comme ça qui germaient dans nos têtes. Et en fait, à un moment. Avec un logo à la con. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait le mot telling, raconter, tonne, la voix, les histoires. Ça sonne un peu british. Moi, j'adore tout ce qui sonne un peu british. Je trouve ça classe. Et en fait, Tellington, ça sonne comme Wellington. Et Wellington, c'est un mot que j'aime bien. Je trouve que ça fait tout de suite prestige. Et en fait, Tellington, ce qui est hyper important pour moi, et je pense que c'est ce qui va nous aider à notre succès, c'est que c'est un nom stylé. C'est con, mais le fait que ça soit un nom stylé, ça peut aider au succès, en fait. On a mis du temps à le trouver. Quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de services qui ont un nom éclaté au sol qui cartonne. C'est vrai. Vous l'avez trouvé combien de C'était temps collector, ça. avant la sortie de l'application?
Je pense qu'on l'a trouvé 1 ou 2 mois avant de sortir, alors que le truc était déjà développé et tout. Ah ouais, quand On même. a juste fait le swap de logo au dernier moment. On a demandé à Balo de faire une charte graphique, qui est donc un graphiste qui a aussi une chaîne YouTube. C'est comme ça que je l'ai connu. Et je lui ai dit, hey mec, tu veux me faire un logo, une charte graphique pour mon projet, machin. En parallèle, on avait aussi contacté notre ami Bastille 8 qui nous a fait les premiers designs d'interface, qui m'a appris à utiliser Figma au final, parce que je regardais ses tutos, ses vidéos, et maintenant c'est moi qui fais le design des interfaces. Toute la partie PC, c'est moi qui ai designé l'appli, tout le PC. Ok. Ouais. Et maintenant, bah, on sait faire, mais on a appris en faisant. C'est ça que j'adore. Ok. Même si Jeff tout à l'heure il On me va disait retomber que... sur une image collector. Ouais, le vieux logo dégueulasse. J'ai les premiers graphismes faits sous PowerPoint. Ouais. Et aussi, le problème qu'on avait avec les noms, pour l'anecdote, c'était qu'à chaque fois, il fallait qu'on vérifie si le nom de domaine n'était pas déjà pris. Parce que des fois, on avait un super nom, et en fait, le .com était déjà acheté par quelqu'un. Et du coup, bah, c'est mort. Ouais. Ou alors, il était en vente, mais à 20 000 €. On va pas acheter pour 20 000 € le nom de domaine qu'on veut. On va changer le nom, c'est plus simple. Ah putain, là, tu sors les archives, mec. Hein. Ah Bah, ouais, là, t'as des exclus. Hein. Tu peux les montrer dans ta vidéo, t'as des gigas exclus. Ah, je vais voir Ça, c'est les premières maquettes de la grande époque de Tankton. Waouh. Fait sous On voit- PowerPoint. On voit que je m'étais. Je l'ai fait, ouais, j'ai fait sur Ah PowerPoint. ouais. Je m'étais clairement inspiré de. Netflix. Non, de Netflix, mais aussi de YouTube. Mm. Quand tu regardes les couleurs, c'est les couleurs de YouTube. Ah ouais, c'est spécial. Ouais, c'est moche, hein. Non, je dirais pas que c'est... Enfin, c'est... Je sais pas comment dire. En Tu fait, retrouves le concept, tu retrouves exactement le concept. En vrai, Kevin, tu vois, on a exactement le concept de ce que j'avais. Juste maintenant, on l'a fait en beau. Ouais, mais Ça ça fait... ressemble pas à ça, mais c'est le même concept. En fait, ça me fait vraiment penser à, tu l'as dit tout à l'heure, un truc vraiment autoproduit lambda avec les connaissances que la personne a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est genre. ça. Mais c'est pas non plus... Par contre, j'avoue que le logo de Superflix, c'est... Ah non, mais Et ça, que ça c'est. ça, c'est... Parce que on avait dit, bon, on fait comme Netflix, mais on met que de l'audio. Mais tu Des te rends compte mais alors là, si ça serait sorti comme ça aurait fait un... Ah non, mais on un l'aurait problème, jamais hein. sorti comme ça. Et en fait, Ouais. Kevin, c'est ouf, hein, tu te rends compte d'où on parle. Hein. On Ah s'en ouais, rend pas on compte parle. parce qu'on a la tête dans le guidon. Et en fait, à force d'être tout le temps en train de bosser, on ne se rend plus compte qu'à la base, c'était des vieux trucs éclatés au sol comme ça et qu'on n'a pas lâché. Et ça, Mais on y c'est perd. s'il y a un truc que je veux transmettre comme message aux gens, c'est lâcher rien. On commence tous, faut d'abord être petit avant d'être grand. Hein. Ouais. Tu commences par des images nulles avant de faire des jolies. Hein. Si j'avais pas fait ces maquettes-là, l'appli d'aujourd'hui qui est stylée, elle n'existerait pas. Tu vois. Et il faut persévérer. Faut commencer par quelques... Faut commencer par quelque chose. endroits, ouais. Du coup, question plus pour toi, Jeff. Bah, on en a déjà parlé tout à l'heure et sur Discord, mais pour les gens qui ne savent pas et même de manière plus détaillée, comment tu développes une fonctionnalité sur Tellington? Ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire, ça dépend beaucoup de ce que c'est aussi. Globalement, en général, on part quand même d'une idée, d'un concept qu'on a en tête depuis longtemps. On sait déjà où on veut aller. Là, on sait pour 1 an. Là, on pourrait arrêter de sortir de nouveaux trucs. Je pourrais bosser pendant au moins 1 an sur Tellington. Ah ouais. Facile, voire 2, 3. Donc, on a déjà des trucs en tête. Après, c'est les prios. Donc, on va mettre des choses en priorité en fonction de ce qui est important ou pas au moment et de notre priorité de boîte. Est-ce que notre but, c'est de rapporter des nouveaux utilisateurs? Est-ce que notre but, c'est de faire en sorte que les utilisateurs existants payent plus cher? Est-ce que notre but, c'est d'avoir une appli plus jolie? Est-ce que notre but, c'est de... Voilà. On va, en fonction de ces critères-là, on va en choisir une qu'on va mettre en top, quoi, top prio. Et je vais commencer à bosser sur celle-là. Après, ça va être redécoupé suivant la taille de la fonctionnalité. Si c'est un truc très très gros, je vais le redécouper en petits segments et puis je vais publier au fur et à mesure les petits segments. Des fois, il y a des besoins de refonte aussi. Typiquement, je pense à PayPal, qu'on a voulu ajouter PayPal. Je pouvais pas juste dire je prends ce qu'on a et je rajoute PayPal. Non, il fallait que je casse tout le système de monétisation qu'on avait avant pour rajouter PayPal dessus. Donc il y a des choses comme ça. C'est pas pareil d'avoir un système de monétisation qui vient feed. C'est facile, hein, tu dis ici ici t'as payé, ok, tiens je te donne l'accès. Alors que là t'as 2 endroits. Donc tu peux pas juste check, t'as payé ici ou alors t'as payé ici. Ouais mais non, mais du coup le paiement c'est pas les mêmes et puis les récurrences c'est pas les mêmes et puis faut rattacher au client, etc. Donc bref, on a du tout cassé pour remettre une bonne base, etc. Okay. Et je fonctionne beaucoup comme ça où j'ai ma grosse priorité du moment.
donc je vais bosser là-dessus. J'ai les petits quick wins, comme je te disais, c'est les petits trucs où c'est rapide à faire et ça rapporte un truc. Donc ça, c'est pareil, ça vient un peu en même temps. Si je tombe dans tel projet, je vais te mettre dedans. Et après, tu as les prios de boîte. Et après, on peut bifurquer aussi. On peut bifurquer du tout au tout. On se dit, ouais, mais en fait, non, la prio maintenant, c'est plus ça, c'est ça. Bon, on va tout changer. Ok. Donc c'est un peu au goutte, finalement. On avance. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que moi déjà, Geoffrey me donne Super Flame, me donne son idée globale de la fonctionnalité. Moi, je vais traduire son idée globale en fonctionnalité. Parce que Geoffrey, il me dit pas, je veux tel bouton, je veux tel machin, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça. Il dit, je veux une boutique. Je dis, ok, on veut une boutique. Ça. Il dit, tiens, on peut faire ça. Il va me dire, c'est de la merde, donc je vais changer, je vais faire quelque chose. Il va me dire, ah, ça y est, on se rapproche de quelque chose. Je lui dis, ok, maintenant, j'aimerais que ça ressemble à quelque chose. Donc, je lui redonne les fonctionnalités. En fait, moi, je fonctionne pas beaucoup. C'est la différence qu'il y a entre Kevin et moi. Kevin, c'est un grand planificateur. Du coup, lui, il a besoin de poser un plan d'action. Moi, je suis un itératif. C'est-à-dire un créatif. C'est-à-dire que je prends l'existant et je transforme jusqu'à un résultat obtenu. Et du coup, quand je lui dis je veux une boutique, lui, il va me proposer un bloc fonctionnel boutique. Il s'est emmerdé à tout planifier et tout. Et je vais lui dire ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, on garde. Ça. Et du coup, c'est très frustrant pour lui. Mais je trouve qu'on a enfin trouvé à peu près un rythme de croisière. Heureusement que vous travaillez à distance. Hein. Ouais. Et après, mais c'est un de mes grands défauts, en fait. J'ai une fâcheuse tendance à ne dire que ce qui va pas, puisque pour moi, ce qui va est un acquis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et du coup, ça peut être très mal perçu par autrui. Mais ça, c'est du management, en fait. C'est parce que je suis nul. Enfin, je débute. Je dois apprendre à dire le positif aussi. Et en fait, j'ai tendance à focaliser juste sur les défauts. Parce que pour moi, ce qu'il faut corriger, c'est les défauts. Ce qui se passe bien, il n'y a même pas besoin d'avoir à le souligner, tu vois. Et c'est très dur à vivre pour certaines personnes. Okay. Ouais, non, mais je vois. Après, il faut s'habituer. Et du coup, faut pas toucher. S'il dit rien, c'est qu'il faut pas toucher. sinon, c'est mort. Mais ouais, Oui, j'avoue que si tu changes subitement un truc alors que je t'ai pas demandé de le faire, je vais péter un plomb. Parce que j'avais validé intérieurement que le truc était comme ça. Il a pas validé. Ça, vocalement. Ça, c'est comme quand tu fais un exercice et que t'as tout bien et que le prof il va juste te dire ah ça c'est pas bon et après il va partir et le reste il va rien dire. Ça je vois. On se retrouve sur ce qui va pas finalement. On se retrouve toujours sur ce qui va pas. Comment on améliore ce qui va pas. Ok. Du coup après ça va être quoi les prochaines grosses étapes pour Tellington, peu importe la plateforme. Ok, alors du coup là en gros la prochaine grosse fonction sur laquelle est en train de bosser Kevin, c'est le fait de rajouter Apple Pay. J'avais prévu d'en parler dans la prochaine keynote. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, il y a deux moyens de paiement sur Tellington. Mettre sa CB et pour ça on utilise un prestataire de service qui s'appelle Stripe ou payer par PayPal. Et le problème c'est que en fait, Apple ils sont extrêmement chiants. C'est-à-dire que si tu veux effectuer des paiements dans une appli Apple, tu es obligé d'avoir Apple Pay. Alors du coup, la parade qu'on avait trouvée à ça, parce que Apple, c'est des gros goinfres, ils te prennent 30% des revenus que tu génères, juste parce que t'es chez eux, et du coup, ils te volent 30%. C'est passé à 15 pour les petites structures. Mais ça reste quand même, je trouve, abusé, parce qu'en plus, t'as aussi la TVA qu'on doit payer. La TVA, c'est 20%. Donc déjà, le simple fait d'avoir fait payer par Apple, t'as 35% qui partent dans la nature du coût de l'abonnement, enfin bref. Et en fait, du coup, jusqu'à présent, on avait trouvé une parade, c'était juste de dire, vous ne pouvez pas vous abonner sur Apple, sur cet appareil. C'était un truc comme ça. Ni créer de compte. Voilà, le problème, ni créer de compte. Le problème qu'on avait, c'est que les gens qui n'étaient pas au courant qu'en fait, il fallait passer par le site, parce qu'en fait, c'était ça, l'astuce, c'était de dire, on fait tout passer par le site. Même encore aujourd'hui, quand tu es sur Android, qui nous autorise à faire de la redirection, quand tu vas faire du paiement, tu es redirigé sur le site pour payer. Apple n'autorise pas ça. Si tu fais ça, ils te bloquent l'appli. Ils te bannent. Ouais, c'est des salauds. Donc en gros, le seul truc légal qu'on pouvait faire avec Apple, c'était de dire, c'est une appli privée, les gens doivent déjà avoir un compte et déjà avoir un abonnement. Et ça, en fait, on s'est rendu compte que ça nous faisait perdre potentiellement beaucoup d'argent. Et du coup, on a dit, est-ce que ça vaut pas le coup de quand même lâcher 15% à Apple et de mettre Apple Pay une bonne fois pour toutes, sachant qu'en plus, un des prochains éléments que je veux qu'on rajoute, qui est notre nouvelle priorité juste après ça, et c'est pour ça aussi qu'on rajoute un moyen de paiement, c'est la boutique. On veut, justement, comme je te le disais un peu plus en amont dans la vidéo, que le panier moyen par utilisateur augmente, parce qu'on sait que, de manière certaine, on a une fanbase qui sera toujours là,
Et c'est eux qui vont nous permettre de grossir, mais il y a besoin que eux soient en capacité financière de dépenser plus que juste 5 euros par mois. Et il y en a qui s'en demandent. Il y en a plein qui veulent, pourquoi pas une peluche Lumine, une figurine Lumine, le poster et tout le bordel. Donc on sait qu'il y a une demande. Et nous, en tant qu'entreprise, qu'on ne mette pas d'offre en face d'une demande, c'est criminel, d'un point de vue économique. Et du coup, on va être obligé de... Enfin, on est obligé. On veut pouvoir monétiser autrement, sachant que ça nous permet aussi de développer l'autre aspect qui est important pour moi, c'est l'aspect maison d'édition, avec notamment les livres, etc. Parce que nous, en fait, comme je t'ai dit, on est une entreprise transmédia, c'est-à-dire qu'on produit pour plein de supports. On commence par l'audio, mais le but, c'est aussi de vendre des bouquins, notamment. Et en fait, on va intégrer à la boutique le fait de pouvoir acheter comme ça les bouquins des fictions audio. Et ce sera toujours avec, même, en auto-édition ou ce sera toujours... on essaiera de se débrouiller. Ça passera tout par le site. Probablement, on passera peut-être plus par Amazon parce qu'on n'a pas trouvé d'API. Un API, c'est, pour résumer très brièvement, c'est un système qui nous permet de demander à Amazon d'imprimer et d'envoyer. On n'a pas trop trouvé comment automatiser ça de manière simple. Et du coup, on repassera peut-être par Lulu, qui eux ont développé ça. Les premiers ouvrages que tu as derrière toi étaient édités via Lulu. Donc peut-être ça. Et après, moi, dans l'idéal, si la boutique brasse beaucoup, j'aimerais qu'on bosse avec un imprimeur local, qu'on imprime en local en grand tirage. Cette fois-ci, nous, on prendrait un risque économique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a genre 300 exemplaires en stock de tout, et on prie pour arriver à les vendre, sinon on est à perte. Tu vois, c'est un peu ça. Mais ça implique d'avoir un gros flux sur la boutique. Ou alors faire des précommandes, c'est une autre option. Le plus simple, mais qui nous fait gagner le moins d'argent, c'est de passer par Lulu et de basiquement leur dire d'imprimer et d'envoyer à chaque fois que quelqu'un commande. Et nous, on se prend juste notre petite marge. Mais on a moyen de gagner plus d'argent si on a plus de flux sur la boutique, si c'est nous qui faisons les expéditions. Ok. Voilà, en gros. Parce Après, qu'en il y a fait, l'aspect logistique aussi. oui, en fait, tu as un truc dans l'industrie qui s'appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, plus tu commandes en grande quantité, moins le prix unitaire, le prix d'un seul produit est élevé. Par exemple, si je veux imprimer un livre, je n'en fais qu'un exemplaire. Peut-être ça va me coûter 15 euros d'imprimer juste un exemplaire, comme ça. Par contre, si j'en fais 100, ça va me coûter genre 12 euros. Si j'en fais 1000, ça va me coûter 9 euros. Si j'en fais 10 000, ça va me coûter 5 euros. Et tu te rends compte que plus t'en imprimes et plus t'en vends, moins c'est cher à l'unité. En fait. Et faut plus on aura de flux, plus on pourra marger. En fait, c'est un peu ça l'enjeu. Et vous avez derrière. des projections là-dessus? Est-ce que vous avez, alors je sais pas si vous avez des statistiques ou quoi, nous dire si là aujourd'hui on lance tel livre, on sait qu'il va se vendre à peu près tant d'exemplaires? Alors, c'est beaucoup du pifomètre par rapport à les trucs qu'on a déjà observés. Mais je sais que quoi qu'il arrive, dès qu'on lance un truc à la vente, on va en vendre au moins 200. Ok. Au moins. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on rentre dans nos frais, a priori. Si tu commandes pas plus de 200. Enfin, nous, de notre côté. Voilà un petit peu le truc. Et après, l'enjeu, c'est de dire, on espère un jour vendre des milliers, voire des dizaines de milliers de bouquins en plus. Soyons fous. Sachant que ce qui est très intéressant, c'est que plus on produit de séries, donc plus on va pouvoir sortir de livres aussi. On va aussi rajouter la version e-book, donc c'est-à-dire, basiquement, c'est quoi, mais un e-book, c'est juste le fichier PDF. On pourra le vendre un peu moins cher, genre 8 euros, genre, tu vois. Et t'as le manuscrit de ton histoire. Et il y a un autre truc, ça me permet de rebondir là-dessus. On est en train d'essayer de voir comment intégrer le pass culture à Tellington, quelque chose qui nous est énormément demandé, surtout par les jeunes. Le problème qu'on avait, c'est que les plateformes de streaming ne sont pas éligibles au pass culture. Elles peuvent proposer des offres en lien avec le pass, mais pas gagner de l'argent avec le pass. Et en fait, on a discuté avec quelqu'un du ministère de la Culture qui nous a dit, par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est de vendre des e-books, donc les fameux fichiers PDF, mais il n'y a rien qui vous interdit d'offrir un abonnement Tellington avec. Donc, je te laisse faire le cheminement mental derrière, c'est-à-dire, oh, comme par hasard, j'ai acheté 15 e-books et j'ai accès à tout le catalogue Tellington pendant 1 an. Tu vois, c'est un peu ça l'idée, et en fait, tu as juste filé ton code de passe culture, machin, et comme ça, le ministère sera content, au lieu d'avoir acheté un truc pas français, les gens auront acheté un truc français et aider une petite entreprise locale. Donc, ça sera tout bénef, mais ça prendra un peu de temps à coder, ça aussi, mais c'est aussi un de nos objectifs. C'est très 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 contraignant ce qui est en lien avec le pass culture. Mais voilà, donc là, ça c'est l'aspect un petit peu boutique et tout. Donc projet en lien avec Tellington. Est-ce que tu veux que je reste que sur du Tellington ou je te dis d'autres trucs? Ah bah allez-y hein. Et du coup, il y a réamorcé enfin la pompe pour relancer le projet Battle for Agadia. Voilà. Donc pour faire des économies, des économies, on aime beaucoup réutiliser des éléments déjà produits. Typiquement, tu as remarqué, la couverture des Démons d'Hugo, là, c'est aussi la vignette. C'est aussi il est pas derrière moi. C'est aussi un poster, les Démons d'Hugo et tout. Donc le même dessin, on sait qu'on va pouvoir le remonétiser plusieurs fois. Et toujours dans cette logique-là, ce qu'on va faire, c'est qu'un de nos associés, donc qui s'appelle Majid Chamek, il a cofondé un studio d'animation à Annecy, un studio d'animation 3D. Il a déjà fait des projets qui ont
qui ont été nommés au César. Donc voilà, il aime bien installer dans le milieu, il a de la compétence technique. Et l'idée, ça serait de modéliser en 3D assez réaliste, avec une patte quand même un peu stylée, un peu maison, qui reste à définir, tous nos personnages, toutes nos créatures. Et comme ça, on aurait ces assets 3D qu'on pourrait utiliser dans des petites pubs. Si je fais de la motion capture, j'aimerais bien faire de la motion capture. Pour quelques milliers d'euros, en fait, maintenant, tu peux t'acheter une petite combinaison de motion capture. Tu peux te scanner le visage en temps réel avec un iPhone, par exemple, et ça reproduit tes mouvements faciaux. Donc, on pourrait totalement imaginer que j'incarne Andrew Bennett en 3D, par exemple. Il y a plein de trucs qu'on va essayer de créer comme ça. Et surtout, ces petits modèles 3D qui sont réalistes, rien ne t'empêche de les rendre un peu moins réalistes juste via un algorithme et pouvoir les utiliser pour faire les jeux, dont Battle for Agadia. Et du coup, on aurait un petit Andrew Bennett en 3D, une petite Lumine en 3D qu'on pourrait utiliser partout tout le temps. Pareil, ça pourrait servir de modèle pour faire les figurines, si on veut sortir des figurines. Et tu vois que, certes, ton modèle 3D va peut-être te coûter 10 000 euros, mais peut-être que en le réutilisant de ces 5 ou 6 manières différentes, ces 10 000 euros vont se transformer en 50 000 euros. Ou juste en 15 000 euros. Mais il sera remboursé, en fait. Et tu pourras en refaire, etc., etc. Et c'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Parce que par rapport à l'époque, le projet Battle for Agadia, tu vois la tronche qu'avait le jeu. Là, on va partir vraiment sur un jeu. Ça sera pas un triple A. On n'est pas Ubisoft. Mais l'idée, c'est que le truc ait vraiment de la gueule. Et si on se démerde bien, qu'il y ait vraiment des milliers de joueurs actifs et qu'il y ait vraiment des gens qui kiffent l'utiliser. Et là, il y a tout un tas de trucs qui sont à imaginer, notamment en termes de rendu graphique surtout, mais aussi en termes de gameplay. Parce que simplement faire un jeu de cartes comme ce qu'on avait prévu à la base, un peu à la Hearthstone, on s'est rendu compte que ça allait être pas mal limitant. Parce que moi, j'ai envie qu'il y ait de la narration, j'ai envie qu'il y ait de l'interaction entre les joueurs. J'ai envie que pourquoi pas il y ait un peu du monde ouvert, etc. Donc il y a vraiment des trucs à inventer. Et il faut pas non plus trahir la vision originale, qui est quand même ce qu'on a vendu aux gens, c'est un jeu de cartes. Donc à un moment donné, il y aura quand même cette notion de jouer avec des cartes. Mais je pense que si on garde cette constante-là, on peut trouver des libertés et quand même créer un autre type de jeu, mais c'est quand même un jeu de cartes. Mais en fait, tu peux totalement imaginer que ça permet de se bastonner en temps réel, par exemple. Il y a plein de trucs à inventer. Tu vois. Ok. Bah, c'est vrai que c'est en réflexion, ce que je t'ai dit, c'est aucunement une parole officielle. Ça, on va peut-être pas faire ça, hein, mais. Mais ce qui sera bien, en tout cas le jour où Battle for Agadia sortira, pour nous les fans, c'est qu'on pourra avoir un moyen d'interagir directement avec les personnages. Et bah, c'est toujours un peu le but de toute façon des jeux vidéo. Hein. Bah de ouf. Et dans un univers comme celui du SSU, ça va faire beaucoup plaisir. Ça va faire beaucoup plaisir. En fait, j'aimerais arriver à hybrider du RPG parce que ça s'y prête bien vu que c'est un univers qui est narratif et du jeu de cartes. Et moi, si vous pouvez vous balader dans Isenak en incarnant un guerrier des plaines ou un taurin et tu te balades dans Isenak et en fait tu bastonnes des monstres mais tu utilises des cartes et c'est ce que j'aimerais faire, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment stylé, mais ça va coûter un pognon de dingue, comme dirait. T'as dit quoi, Kiki? Ça coûte un bras. Ça coûte un bras, mais après, si on est dans des bonnes logiques de réutilisation, on peut faire beaucoup avec pas grand-chose. Et rien ne nous empêche de dire, au début, on attribue on réattribue 50 000 euros juste pour Battle for Agadia. Et on essaie de faire le truc le plus abouti possible, mais de manière extrêmement restreinte. C'est-à-dire, au lieu de faire tout Isenak, par exemple, on fait juste un quartier d'Isenak avec 2 personnages hyper importants de l'univers et on fait que ces 3 trucs-là, tu vois. Avec la couche de code qui va bien et on teste. Et on voit si c'est plaisant. Et si c'est plaisant, on dit ok, maintenant on scale up, on fait le truc grand. Tu vois, c'est un peu notre logique maintenant. C'est pas pour tout de suite, mais Battle for Agadia, ça devait sortir un jour, ce serait une version finie qui sortirait. Ou il y aurait une bêta comme avec Tellington? Il y aura une bêta parce que dans tous les cas, même Tellington, tu vois, il y a des bugs alors que c'est juste un player audio, basiquement. Alors je te laisse imaginer un jeu vidéo, le nombre de bugs qu'il y a quand tu débutes. Ça sera pas un MMORPG pas à ce point-là, mais ça restera quand même un jeu multijoueur avec de l'interaction et tout. Donc là, des problèmes de sécurité, des problèmes de bugs, mais il y en aura des centaines. Il y en aura plein. Donc ça prendra beaucoup de temps. Mais on veut faire les choses bien. Et en fait, justement, je peux rebondir sur les autres projets. Un de nos buts avec Kevin depuis le début, c'est de créer un espèce de launcher Super Flame Studio qui te permet d'accéder à toute notre galaxie de services. Donc depuis ce launcher, tu auras accès et à Tellington, et à Tellington Vidéo, si on peut enfin rajouter de la vidéo à la plateforme, si on a les ronds. Tu pourras lancer Battle for Agadia, tu pourras lancer la boutique, tu pourras lancer d'autres jeux qu'on pourrait faire, parce qu'en fait, une fois que tu as produit les ressources graphiques, c'est ça qui coûte cher, hein. Tu codes ce que tu veux, tu vois, en fait. Et dès qu'on a l'univers qui est ok, les persos qui sont ok, avec leurs animes ok, on pourrait totalement imaginer réutiliser toujours dans cette logique-là et faire 10 jeux, en fait.
voire même des jeux qui se vendraient à l'unité, genre c'est un RPG et c'est RPG pique au vent, tu vis l'aventure Oh là pique au vent. là. Tu vois. Enfin, c'est tout à imaginer, mais Ok. C'est une question Ouais, de attends, budget, de décision, de temps, budget, de priorité. temps. Après, je te le dis, hein, le jour où on arrive à rentrer 500 000 euros par mois, la question elle se pose plus, évidemment qu'on fait ça. Hein. Mais il faut qu'on Juste limité par l'argent. multiplie par 50 tout ce qu'on fait. Voilà. Ok. Ouais, alors c'était la dernière question avant la partie plutôt des questions rack sur Tellington. Pour vous, quand est-ce que vous considérez Tellington comme fini, ou du moins que vous considérez que la bêta est terminée? Pour moi, La bêta, en vrai, elle est terminée, même si par abus de langage, on fait genre on est encore en bêta, c'est pas justifié quand t'as des bugs. Pour moi, Tellington ne sera jamais fini, tout comme Netflix ne sera jamais fini. C'est tous les projets où il y a la notion de en ligne, d'interaction, et trucs comme ça, ce n'est jamais fini, c'est toujours mis à jour. Alors peut-être effectivement que on va dire le Tellington là est fini par exemple à 70%. Mais les 30% restants vont mettre énormément de temps à être développés, tu vois. Ouais. On va dire que t'as la V1 terminée. Voilà, C'est la la V1 où la V1 c'est simple, hein, c'était on est capable de faire payer les gens pour qu'ils puissent écouter des histoires, point. Et ça, c'est les promesses qu'on a tenues, on a réussi à le faire. La V 1.5, on va dire, maintenant il y a une boutique. Donc avec tout le bordel que c'est de gérer des expéditions, des comptes clients, des paniers, des réductions, machin. Donc ça, c'est un gros bloc, hein, ça va prendre plusieurs mois, je pense, la boutique. Et après, potentiellement la V3, ça sera sans doute Tellington Vidéo, ou juste Tellington Vid, enfin on n'a pas de nom, mais en gros, tu auras un onglet vidéo, pourquoi pas. Ou même une hybridation vidéo, on verra comment on organise visuellement, où tu auras un genre de mode player où tu pourras mater des vidéos, à condition d'être abonné bien sûr, quitte à ce que l'abonnement soit un peu plus cher si tu as Tellington Vidéo aussi, tu vois. Ok. Et dans ce genre d'optique-là, enfin, si un jour ça se fait, etc., vous pourrez récupérer les droits d'Andrew Bennett. Je sais pas si. D'ailleurs, au niveau des droits, je sais même pas à qui ça appartient du coup. La série Bah là, dans l'absolu, ils appartiennent à la société de production, donc Sound Life. Parce que c'est eux qui ont produit. Moi, je suis juste l'auteur, j'ai les droits dits patrimoniaux dessus, c'est-à-dire que c'est moi qui ai créé l'univers et on peut pas me voler l'univers, les personnages ou quoi que ce soit, mais l'exploitation commerciale ne m'appartient pas. C'est pour ça Moi, j'ai littéralement fait que jouer la comédie et écrire le scénario, tout le reste, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont pris les risques économiques, c'est eux qui ont produit, c'est eux qui ont tourné, c'est eux qui ont fait le montage, c'est eux qui ont essayé de vendre. Pas toujours à succès, malheureusement. Mais voilà. Mais ce qui est très drôle, je sais pas si t'es amusé à regarder, quand tu fouilles un peu sur YouTube, t'as des versions dans plein de langues différentes d'Andrew Bennett. Ça a été traduit, ça a été revendu à des petits diffuseurs internationaux, donc tu peux m'écouter par les Russes. Andrew Bennett. J'avais vu, je crois, une version américaine. Ouais. Mais anglophone, ouais. Ah, ça c'est incroyable. Ouais. Après, objectivement, ça s'est pas vendu, et en vrai, c'est normal. Parce que quand tu regardes, en fait, c'est une excellente web-série, mais c'est une mauvaise série. D'un point de vue standard technique, j'entends. Hein. C'est-à-dire que nos policiers, c'est pas des vrais uniformes de flics, c'est juste des chemises bleues. L'intrigue, elle est pas si ouf que ça, en vrai. Ce qui a beaucoup joué sur l'engouement sur YouTube, c'est l'aspect fan. Et le côté, putain, on a fait ça alors que c'est un truc internet. Après, en vrai, si on avait vraiment fait en mode full budget, ça aurait dû coûter ce que la série a coûté, ça aurait dû être le budget pour un épisode. En fait, normalement. Ah ouais. Si on avait été en conditions réelles et qu'on faisait pour Netflix, les quasiment 300 000 € pour tout faire, ça aurait été un épisode 1. Et encore. C'est tout. Et encore, c'est ridicule. Hein. Les séries, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais l'audiovisuel, ça coûte très cher. Un film au cinéma, c'est 10 millions minimum. Minimum 10 millions, un film au cinéma. C'est dingue. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, donc... ouais. Et du coup, par rapport à ça, on en vient à une question que des gens faisaient, enfin que quelqu'un posait sur le Discord, c'était... Est-ce que vous referiez une levée de fonds pour terminer Battle for Gadia? Je suppose que non, du coup. Non, alors, tu veux dire levée de fonds ou crowdfunding? Crowdfunding, ouais. Ok. Non, par respect pour les gens. En fait, mine de rien, j'ai mis ma réputation et mon honneur en jeu sur le fait de quand même livrer un truc, quoi. En vrai, on vous fait poireauter depuis maintenant 2 ans. Et c'est une question d'honneur, de légitimité, de réputation, qu'on vous livre un truc. Et pour le finir, bah, ça sera aux frais de la boîte. S'il faut faire des emprunts, on fera des emprunts. Mais je ne veux pas redemander à la communauté de cotiser pour un truc alors que le précédent n'a pas été livré, en fait. Tu vois, voilà. Et l'argent, ça se trouve. Ça se trouve.
Et grâce au fait que justement on bâtit une entreprise, et c'est pour ça qu'on bâtit une entreprise, on a des rentrées d'argent. Et par exemple, Tellington, depuis que ça existe, ça a largement dépassé les revenus équivalents au crowdfunding. Tellington a généré beaucoup plus que les 40 000 € et quelques du crowdfunding depuis que ça a été créé. Tu vois. Après, j'insiste sur le terme généré, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la TVA, donc 20% d'argent qui rentre, l'État, les charges sociales, les impôts et tout le bordel. Donc très vite, c'est pas de l'argent qui est dans nos poches, c'est dans les caisses de l'entreprise, c'est pas la même chose. Il faut payer les illustrateurs. Il faut payer les illustrateurs, il y a des coûts de production, etc. Mais voilà, l'argent, maintenant qu'on a appris que l'argent, tu peux le trouver et tu peux mettre en branle un système pour en obtenir, l'appel à la communauté, ça ne viendra que l'ultime recours. Et j'irai même plus loin. Le meilleur moyen de nous financer, c'est de s'abonner à Tellington, deux, acheter nos produits dérivés. Donc là, c'est même plus un don que vous faites en fait. Vous ne faites que nous. C'est même pas un soutien, c'est vous faites plaisir. Et en vous faisant plaisir, en achetant ce qu'on fait, en fait, l'argent, il va forcément en partie dans BFE, de facto, vu que c'est un des projets de la boîte. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, typiquement, si vous voulez accélérer Battle for Agadia, il suffira d'acheter 20 posters, t'inquiète. C'est un peu ça l'idée. Et puis, ceux qui veulent pas et qui attendent juste les bras croisés, il n'y a pas de souci. Et pour rebondir sur Battle for Agadia, on est aussi en train de réfléchir au modèle économique, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on brasse de l'argent avec. Et du coup, la question de le faire payer, elle va se poser. Alors, pas du tout pour les gens du crowdfunding, hein. Que les gens soient rassurés. Ils ont déjà cotisé, ils ont déjà contribué, on va pas leur demander de repayer. Mais est-ce que peut-être, c'est des sujets de réflexion, les gens qui n'ont pas donné sur le crowdfunding devraient peut-être payer le jeu 15 €, tu vois, juste histoire de renflouer les caisses ou autre. C'est en réflexion. Après, je pense que si on peut rester sur un modèle free-to-play et qu'on sait que grâce au free-to-play, via la vente de skins et de petits decks de cartes et trucs comme ça, on rentre dans nos frais, je préférerais ça. Mais voilà, c'est des discussions qu'on va avoir. On va commencer à discuter un peu avec des spécialistes du jeu vidéo aussi, et d'arrêter d'être que dans notre bulle, que nous deux, sur ces sujets-là. Voilà, je peux pas communiquer plus là-dessus, mais on va s'entourer sur ce sujet pour faire les choses au mieux. Ok. Ça ne coûte pas trop, quoi. Parce qu'un jeu vidéo, comme Tellington, hein, ça nous coûte de l'argent tous les mois. Là, même s'il n'y a plus d'abonnement, mettons qu'il n'y a plus du tout d'abonnement, que tout le monde se désabonne, ça va quand même nous coûter de l'argent tous les mois à héberger, les flux, etc. Il y a des coûts, bien sûr. C'est le même principe. Il faut que... il y a le loyer de la boîte, l'électricité, Internet, les salaires, la TVA, les charges diverses, les assurances. Et en fait, tu te rends compte que... mais en gros, là, tu vois, si par exemple Tellington, je dis des chiffres bidons, si Tellington rentre 1 000 € par mois, il rentre plus, hein, en vrai, on dépense 900, tu vois, et il reste que 100, par exemple, tu vois, parce que ça part tout dans tous les autres frais. Et en fait, beaucoup de gens ont du mal, et c'est normal, parce qu'ils savent pas encore ce que c'est que l'entreprise, etc., mais ne se rendent pas compte d'à quel point tu payes tout le temps. Il faut toujours payer des trucs tout le temps, dans tous les sens, c'est insupportable. Et je vais pondérer même encore plus, c'est que si Tellington rapporte 1 000 € par mois, il nous coûte plutôt 1 500. Et en fait, on perd de l'argent. Ah ouais. Pour l'instant, on est à perte un mois sur deux, on va dire. Ah ouais. Ça fluctue, ouais. En fait, ça dépend des dépenses qu'on fait dans le mois ou pas. Et là, pour décembre, vous attendez un engouement qui va faire monter ou... Oui, alors plus le temps passe et plus on apprend à faire des estimations les plus basses possibles pour pas être déçu. Mais si on prend une bonne centaine d'abonnements dans le mois de décembre, je serais content. Ok. Voilà, une bonne centaine, 100 ou 200. Sachant que ce qui est cool, c'est qu'il va y avoir les renouvellements des annuels de l'année dernière aussi, parce que beaucoup de gens justement sont abonnés en décembre l'année dernière, et du coup d'un coup, on va reavoir des 50 €, soit 10, 20, 30, 40, 50. Donc ça va, je pense qu'on va réavoir un pic à plus de 15, 20 000 € facilement dans le mois de décembre, qui retombera un peu plus tard. Après, et c'est aussi un de nos enjeux, c'est pour ça qu'on faisait une levée de fonds, c'était histoire de dire on a un matelas de pognon, et ce matelas de pognon, on l'utilise pour prendre des risques financiers, pour grossir, pour aller chercher plus de gens, plus de clients. Et il y a toute la stratégie de communication qui est aussi à mettre en œuvre. Elle est déjà posée sur la théorie, on a déjà la stratégie, on n'a peut-être pas encore totalement la tactique. La tactique, c'est comment tu appliques la stratégie sur le terrain. Mais dès qu'on aura vraiment les locaux, du budget, pouvoir dire ouais, on peut se permettre de mettre 10 000 balles dans de la publicité, etc. Je suis assez confiant sur le fait qu'on va grossir parce que je pense qu'on fait un bon produit. La question c'est est-ce qu'on va arriver à le faire goûter à suffisamment de personnes ce produit pour que les gens disent ah c'est sympa, je m'abonne.
surtout ça. Je sais qu'on fait pas de la... Enfin, en tout cas, les gens sont plutôt satisfaits. Même ceux qui se désabonnent et nous disent j'adore, je reviens dès que je peux, mais là, j'ai plus trop les moyens. Je pense qu'aucune plateforme de streaming à l'heure actuelle ne reçoit des mails de gens qui se désabonnent en disant j'adore, je reviens. Non, là, on est content. On a une rétention de malade. On a plus de 70% de rétention à 12 mois. C'est-à-dire que plus de 70% des gens qui étaient déjà là l'année dernière sont encore là. Les plateformes plus classiques, on est plus aux alentours de 30%. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que les plateformes de streaming, tu as un turnover d'à peu près 60-70%. Ah, quand même. En tout cas, les trucs abonnements. Ok. Ah, j'aurais pas Donc pensé. nous, on est très solide parce que c'est une commu, parce que c'est des fans. Ok, je vois. Ok. Alors maintenant, ça va être la partie des questions en vrac. Donc, là, il n'y en a qu'une seule par quelqu'un de la communauté. Après le reste, c'est moi. Au niveau des rythmes de sortie, en fait, la question de Ghostby, c'était quand est-ce qu'on va sortir les prochaines histoires. Et c'est un peu vaste comme question, du coup. De manière plus générale, là, on a vu des sorties le mercredi et le vendredi à Vendredi, 17h, je crois. Et est-ce que vous allez garder sur ce rythme ou vous allez faire plus de jours ou Alors, pour l'instant, c'est la vitesse de croisière en attendant de stabiliser la phase 2. Tu sais, on a fait la phase 1 de Superfam Studio qui était à la schlag devant des ordis sans pognon. La phase 2, c'est à la schlag dans des locaux avec du pognon. Donc, dès qu'on aura vraiment passé ce cap, cette phase que moi j'aurais pu déménager, qu'on aura pu faire les travaux, qu'on aura les locaux, recruter éventuellement une ou deux personnes pour nous aider, on produira plus parce que c'est le but. Moi, mon kiff ultime, ça serait de pouvoir dire Tellington, il sort une histoire, enfin un épisode par jour. Alors pas forcément une histoire complète par jour, mais si on est en capacité technique de dire chaque jour tu as une sortie d'épisode, chaque jour tu crées l'événement parce que tu as sorti un truc, je pense qu'on aura réussi. Ça veut dire produire 365 épisodes par an. Ouais, ça fait quand même. Mais dans ce contexte-là, Mais ce serait pas que du SSU, ce serait sur beaucoup Non. de. Il y aurait de tout. Après, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est avoir un bon 50 voire 60% du catalogue, c'est full SSU, tu vois. Ok. Mais après, laisser vraiment la place à d'autres univers, d'autres trucs et tout. Mais histoire de dire, le SSU carry tout le reste, en fait. Et pour garder ce pourcentage, tu serais plutôt du côté de refuser des projets ou de dire là on fait moins de projets ou alors produire plus? Produire plus. Ok. Ah ouais. Produire plus. Non, l'idée là, c'est de rentrer de la propriété intellectuelle. On est vraiment sur le contre-pied de ce que font beaucoup de plateformes de streaming. La plupart des plateformes, elles achètent tout et n'importe quoi. Elles produisent rarement elles-mêmes. Nous, c'est l'inverse. On produit et on diffuse nous-mêmes. Parce qu'on on possède les droits sur ce qu'on fabrique. Et ça nous rend extrêmement fort, extrêmement robuste. Parce que déjà, ça nous autorise à faire, justement, comme je te disais, les petits posters, les petits bouquins, les petits machins, les petits trucs. Et on contrôle nos coûts de production. On sait que une série, même si c'est la série la plus stylée, on mettra jamais plus de 10 000 € dedans. Alors que, par exemple, des structures un peu plus fat, une série audio, elles peuvent mettre jusqu'à 100 000 €, elles s'en battent les couilles. Mais pour moi, c'est un non-sens économique. Tu vois. Okay. Mais elles sont beaucoup plus grosses, tu vois. Mais nous, c'est hors de question. Si on fait ça, on coule instantanément. Donc on le fait pas. Ouais. 100 000 € la série audio, ouais, là, on est pas bien. Là. Spotify, ça leur pose pas de soucis. Ah oui, Spotify, ils ont des séries audio à 100 000 €. 100 000 €. Pour un résultat assez similaire à ce qu'on fait nous. Et ça donne lieu à des débats, c'est où passe l'argent et comment ils le dépensent après, tu vois. Après, les mecs, ils se gavent. Okay. Ah bref. On en a parlé un peu de concurrence tout à l'heure avant que tu arrives. Où je disais Spotify, Deezer et puis Audible, forcément. Mais c'est pas du tout le même service, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça des concurrents, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que tout à l'heure je te demandais s'il y avait des concurrents plus directs à ce que vous faisiez qui n'étaient pas ceux-là, mais finalement pas vraiment. Non, pas. Enfin, si, il y a Blind par exemple, je sais pas si tu connais. Blind, non. Alors, eux, leur modèle, c'est adapter des bouquins préexistants et plutôt de la bande dessinée pour l'instant. Et eux, en fait, ils vont pas trop sur la production originale parce que le gars qui a créé ça est de base dans le milieu des studios d'enregistrement, du doublage, notamment dans le bassin lyonnais. Et eux, là, effectivement, il y a quand même cet aspect. On va aller rechercher une qualité de narration, on va aller rechercher des comédiens, un son qui est bien travaillé, bien traité et tout. Mais ils sont un peu plus sur l'approche traditionnelle, typique des producteurs et diffuseurs, qui marche plutôt bien, où on peut se permettre d'avoir un plus gros budget et de faire des efforts marketing conséquents. Nous, on n'est pas vraiment là-dedans parce que
la boîte, elle s'appelle Superfam Studio, pas Tellington. Faut oublier ça. Tellington est un produit. On n'a pas centré toute la boîte sur Tellington. Tellington est un moyen de monétiser parmi tant d'autres. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une synergie de produits. On est dans une logique de plateformisation, nous. Ok. Deuxième question, qui va aller un peu en fait avec la troisième finalement, c'est est-ce qu'il y aura des saisons aux séries actuelles? Donc notamment Talion l'Exilé, ça se termine sur saison 1 fin. Et moi en tant que fan, c'est vrai qu'on n'en sait pas encore beaucoup, alors après je sais pas si vous développez ça autrement. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y aurait d'autres types de formats audio qui pourraient arriver? On en avait parlé une fois sur Discord, notamment des films, du style tu balances comme ça 1 heure d'audio, ça raconte une histoire qui va de A à Z. Et j'avais mis des compilations d'épisodes, c'était globalement tu avais fait comme le calendrier, tu l'avais mis en une fois sur ta chaîne YouTube. Ok. Est-ce que tu penses faire des trucs comme ça, des formats comme ça, peut-être avec une réédition de ce genre de choses? Alors, dans l'absolu, tout est possible. Après, tu parlais de saison, je préfère parler de tome, juste parce que justement, on fait des bouquins aussi. Ouais. Et que du coup, vaut mieux qu'on dise tome 1, machin, et comme ça, t'as le papier du tome 1, tome 2, machin, et en fait, c'est ça, la saisonnalité, c'est tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Des recueils aussi, on est en projet de faire des recueils. Typiquement, Tom Dervin, qui fait le prix de la justice actuellement, là, je vais déjà recommander une nouvelle série. Et cette nouvelle série, elle va s'inscrire dans une continuité. On va essayer de bosser sur le long terme avec lui parce qu'il en a envie. Et en fait, je pense que je vais lui commander 4-5 histoires et on fera un recueil de nouvelles. Et on fera le bouquin, voilà, les 4-5 histoires de Tom Dervin, paf. Tu vois. Après, pour les formats audio, je préfère quand même qu'il y ait du chapitrage et qu'un épisode égale un chapitre. Parce que en vrai, ça change rien et ça permet de cadencer un peu plus la production. De dire, c'est des bouts de X minutes. Après, le fait que tout dure forcément 10 ou 15 minutes, pas nécessairement. Après, si effectivement il y a une raison particulière pour que ce soit juste un seul truc monobloc de 1 heure, pourquoi pas. Mais je préfère quand même que ça soit cadencé. Ok. Pour qu'il y ait un effet de volume, de masse. Et puis même, encore une fois, on en revient au bouquin. Un bouquin, ça se chapitre, normalement. Mais oui, juste des petites... T'as dit quoi? Même ça t'intéresse de regarder un film qui dure 5 heures? Non, bah oui. Non, par contre, une série de 10 épisodes de 50 minutes, là, oui. Ouais, forcément. En fait, c'est une question de métrage, de découpe. Mais dans l'absolu, oui, tout est possible. Si j'ai envie, je pourrais faire une série où c'est que des capsules de 30 secondes. Et puisque tu parles du catalogue, on est en train de réfléchir aussi à rajouter, en plus de la fiction, pourquoi pas de la vulgarisation. Donc des trucs quand même un peu scénarisés et tout, pour parler notamment de l'espace, avec Stardust, je sais pas si tu connais, qui a une chaîne YouTube qui parle de l'espace. Non. Geeknet, il est assez connu dans le milieu de YouTube, il parle beaucoup de l'industrie de l'aérospatiale et des trucs comme ça. Et on pensait à une petite série où c'est des anecdotes sur la conquête spatiale et des trucs comme ça. Et un divertissement un peu mi-divertissement, mi en même temps j'apprends quelque chose. Mais toujours avec ce côté, ça raconte, ça narre, ça apprend des choses. Et ça, c'est en réflexion. J'en profite pour caser ça. Un retour des dialogues de l'impossible? Possiblement. Alors, fun fact sur les dialogues de l'impossible. Je diffusais ça, si je dis pas de bêtises, le mercredi aux alentours de midi à la base sur YouTube quand je le faisais, parce que j'étais en BTS au moment où je les faisais. Et en fait, j'avais une technique très simple, c'est que moi je prenais le train pour aller au bahut et j'arrivais genre avec 1 heure d'avance le mercredi parce qu'on commençait, il n'y avait pas de train entre temps quoi. On commençait 1 heure plus tard. Et ce que je faisais, c'est que j'allais me poser dans un bar, je prenais une copie double et chaque ligne de la copie double était une réplique. Et quand j'avais fini ma copie double, j'avais un épisode de 2 minutes. Ah ouais. De 2-3 minutes. Voilà. Ah, c'est comme ça que tu fais pour les arrêter. Ouais, parce qu'à chaque Ouais, fois, je me les demande écrivais comment il fait d'une- pour arrêter. Voilà, et ben j'arrêtais quand j'avais rempli ma copie double. Ok. Et d'ailleurs, je les ai paumés, mais je me dis que maintenant ça doit valoir d'argent, ces merdes. J'aurais dû les garder. Mais voilà comment j'écrivais ces trucs. Mais oui, c'est possible, et oui, des formats humoristiques aussi, on peut l'imaginer. Après, la question, c'est comment tu fais quelque chose qui embarque les gens, qui est surprenant, qui est intéressant. Mais oui, pourquoi pas des. Moi, j'ai vraiment besoin que le contenu soit travaillé. Je pense pas qu'il y aura du podcast à la papa où c'est. Je dis souvent, et les gens, parfois ils le prennent mal, mais un podcast, c'est tu prends 2 micros et 2 connards et t'as un podcast. Tu vois. Et en fait, le problème, c'est que c'est tellement facile à produire que t'as pas de valeur ajoutée. Ou alors, il faut vraiment que le sujet soit vraiment ouf. Et que ce soit des gens vraiment, vraiment intéressants. On travaille le truc avant. Oui. Mais après, justement, moi, l'aspect podcast, je l'utiliserais peut-être plus pour faire des émissions destinées à faire de la pub pour Tellington.
Par exemple, un débat avec des auteurs que j'inviterais Ah dans ouais, nos locaux à Annecy. un sort d'after, un peu comme il y a une chaîne YouTube qui s'appelle After Netflix, un truc comme ça, où ils font Ouais. des discussions table ronde sur des séries. Des Et trucs. ben c'est exactement ça. En fait, ça fait partie de notre stratégie de communication. Ça va être de dire, pour l'instant, tu sais, on se contente juste de balancer les œuvres, on fait un petit visuel et un tel épisode est sorti, tel épisode est sorti. Mais moi, mon but, c'est que dès la sortie de l'épisode 1, par exemple, le soir à 20h, t'as une vidéo d'1 heure qui sort sur la chaîne de la boîte, où c'est moi qui parle avec un comédien ou un auteur, on discute de l'œuvre, d'où elle vient, comment on l'a créée, où on va, avoir beaucoup de making-of, montrer comment on enregistre en studio et tout. Et en fait, parce que Setcom, déjà, ça va intéresser beaucoup de gens et c'est hyper cool à regarder. Moi, j'adore mater des making-of de films, par exemple. Je bouffe très souvent ça sur YouTube. Et en plus de ça, mais en fait, c'est de la pub gratuite. Et voire même de la pub, puisqu'elle intéresse les gens, qui sera bien référencée, qui sera même monétisée, puisque YouTube, ça me permet de monétiser, vu que j'ai une chaîne qui permet ça. Donc on peut totalement imaginer que une vidéo d'1 heure destinée à faire de la pub de Tellington rapporte 1000 balles en revenus publicitaires YouTube, tu vois. C'est un peu le sentier vertueux. Mais Ouais. ça, c'est des trucs qui sont très très chiants à mettre en œuvre. Mais on va le faire, Ok. parce que c'est ce que je veux. Donc on va le faire. Et c'est tout. J'ai décidé. Et voilà, c'est moi qui ai Euh, décidé. Bon, et bah du coup on aura la troisième partie, c'est beaucoup plus axé sur Super Flame Studio, mais on a beaucoup parlé là des projets et de la façon dont on travaillait, mais du coup Super Flame Studio plus l'histoire de Super Flame Studio. Et donc du coup la première question c'était pour toi Jev, et c'est qu'est-ce qui t'a poussé, quand t'as vu la vidéo Mon combat pour la création, à envoyer un mail à Super Flame? Moi déjà j'écoutais les histoires forcément. Je me rappelle, je bossais à Paris à l'époque et je prenais le train entre Nantes et Paris. Et je les écoutais dans le train, le calendrier notamment, le calendrier d'avant la fin des temps, et puis toutes les petites histoires d'avant. Et là, moi, j'avais du temps pour moi où je pouvais enfin décider de ce que je voulais faire en fait. Je voulais pas bosser pour un patron, pour un truc standard, pour faire de l'informatique de gestion. Non, je voulais faire un truc qui m'intéresse et être dedans. Et tant qu'à faire, si ça peut être un truc fun et cool, tant mieux. Et du coup, je suis juste allé au culot. Hein. Je suis envoyé un mail au culot. Lui, j'aime bien ce qu'il fait, vas-y, je tente. Au pire, j'ai pas de réponse et puis c'est pas grave. Ça m'aura coûté 2 minutes pour écrire un mail, quoi. Sauf que là, il y a eu une réponse et on a construit des trucs, on a construit la boîte quasi instantanément. Dans nos têtes, en tout cas. Ok. Et on a débattu pendant des heures et des heures et des heures de ce qu'on faisait. Mais ce qu'on dit là, on en parlait déjà il y a 3 ans. Ça n'avait pas la même forme, ça n'avait pas la même gueule, ça n'avait pas la même grosseur. Mais dans l'idée, oui, il y avait déjà des idées de faire. C'est vrai que tout était déjà là. Enfin, une grosse partie de ce qui est là était déjà là, mais n'était pas encore réalisé en fait. Mais on fait preuve d'une certaine constance dans la vision. Et c'est, enfin, je trouve ça rassurant, moi, de me dire putain, on est en train d'accomplir ce qu'on dit qu'on accomplit depuis le début, quoi. Donc, Ça. c'est pas mal. Ouais. Ok. Parce que Puisqu'on a des petites billes à chaque fois en plus. En fait, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. On est congruent, comme on dit. Mais on dit pas toujours tout, par souci de sécurité. Mais non, mais justement, c'est ce que en plus, ça m'avait une autre question, mais je l'avais posé tout à l'heure à Jev avant interview. Et c'était, est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir tous ces projets, d'avoir toutes ces idées-là et d'être bloqué un peu au début, pas bloqué, mais où il faut avancer un peu lentement parce qu'il y a une base immense à mettre en place pour pouvoir ensuite avancer vers la suite. Non, mais si tu fais pas, tu fais rien. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut l'esprit de l'escalier, avancer petit à petit. C'est comme moi, les romans, je les fais déjà parce qu'il y a la communauté derrière, ce qui est encourageant. En vrai, le fait qu'on ait des utilisateurs et qu'on puisse discuter avec des gens qui sont fans de ce qu'on fait, comme toi par exemple là en ce moment, ça nous motive de ouf. Hein. Si t'as pas la réponse du public et des clients en face qui te disent continue, avance, c'est quand la suite, machin, tu jettes l'éponge très vite. Mais moi, quand j'écris mes romans, quand j'écris les calendriers et tout, j'écris un chapitre par jour. Mais c'est parce que j'ai fait l'effort d'écrire le premier chapitre le premier jour que j'ai fait le deuxième chapitre le deuxième jour. C'est parce que j'ai fait l'effort d'écrire le premier mot de la première phrase, de la première ligne du premier chapitre, qu'à la fin j'ai fait un livre. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, faut vraiment pas oublier que faut toujours avancer quoi qu'il arrive. Et même si tu fais un petit peu, tous les jours, à la fin t'as beaucoup. Là où le mec qui a juste rien fait, il a rien fait. Ouais. Tu vois, et ça c'est vraiment un truc très important. Et en fait, ce que je pense qui nous aide aussi, je pense que Kevin tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que on sait que ce qu'on veut faire, c'est possible de le faire. C'est juste une question de temps et de moyens.
et le temps, on l'a, vu que c'est notre métier et l'argent, c'est un peu plus galère, les moyens, c'est un peu plus galère, mais on fait tout pour les avoir aussi. Et après, la question, c'est pas est-ce qu'on va le faire, c'est dans combien de temps c'est prêt. Mais tout ce qu'on a dit, on va le faire. Ok. Parce que je pense que Kevin aussi, mais pour moi, c'est limpide, c'est une évidence même qu'il faut avancer comme ça. Et de toute façon, c'est simple, le retour du public, le retour des clients, nous dira si on a eu raison ou pas. Et si on voit qu'on est en train de partir dans la mauvaise direction, on le saura bien assez tôt, et on freinera des 4 fers au bon moment, et on fera ce qu'on appelle un pivotage. On dira, en fait, on est parti dans cette voie-là, ça nous conduit droit dans le mur. C'est ce qui est arrivé au début avec Battle for Arcadia. On est parti sur cette voie-là, on s'est trompé, ça nous conduit droit dans le mur, on risque de crever, de buter la boîte là-dessus. Vas-y, on tourne. Et on a tourné en disant, vas-y, on recentre sur Tellington. Et c'est Tellington qui va nous permettre de rebasculer sur BFE. Ok. Parce que c'était peut-être trop tôt à l'époque. Et peut-être que si on s'était concentré que sur BFE, quand on avait fait que BFE, ça serait un jeu pas ouf, qui rapporte pas d'argent. Et on aurait que nos yeux pour pleurer. Tu vois. Donc, chaque chose en son temps. Ok. Ok. Non, mais ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, c'est ce que tu as déjà dit et c'est ce qui est marqué aussi, je crois, sur la couverture des livres Amazon. C'est créatif passé à l'acte, un truc comme ça. Ouais, créatif passé à l'acte. Ouais. Pour moi, c'est la devise de Super Flame Studio, c'est créatif passé à l'acte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut d'abord être petit avant d'être grand. Ouais. C'est important. Et c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que tu vas injecter des millions et des millions que tu vas devenir gros immédiatement. Et en fait, c'est même plutôt le contraire. En fait, tu vas devenir tout bouffi, mais il suffit qu'on te crève et en fait, on se rend compte que dedans, il y avait de l'air, il y avait rien. C'est pas parce que les choses prennent du temps. Et on est en train d'apprendre ça avec Kevin, parce que même moi, en tant que youtubeur, j'étais habitué à tout contrôler, tout faire au jour le jour et tout. Et là, on se rend compte que le monde de l'entreprise, c'est le temps long qui compte en fait. Moi, j'étais habitué à raisonner à échelle 24-48 heures. Maintenant, je commence à apprendre à raisonner à échelle 1 semaine, 2 semaines. Et si tout se passe bien, dans quelques temps, j'arriverai à raisonner à échelle 1 mois, 2 mois, tu vois. Et pourquoi pas bientôt à échelle 1 an, 2 ans. Mais les grosses entreprises, elles sont sur des périodes de 5-10 ans. Tu vois, réfléchissent à 5-10 ans. Ouais, les investisseurs, etc., ils réfléchissent à 5-10 ans. Mais du coup, l'adage, le temps c'est de l'argent, tu le comprends vraiment. Enfin, moi, je l'intériorise et je le comprends vraiment que maintenant. Parce que c'est vrai. Le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du temps. Et quand tu comprends ça, mais vraiment intrinsèquement, et je crois que tu peux ne le comprendre que quand tu crées une entreprise et que tu entreprends, à quel point c'est vrai. C'est pas juste un truc balancé comme ça. Okay. Il y a littéralement une équivalence entre le temps et l'argent et vice versa quand tu es une entreprise en fait. C'est impressionnant, ouais. Mais je profite du coup de faire un lien avec ce que tu disais, parce qu'en plus ça m'a fait penser à une question que j'avais pas mis là du coup, mais je voulais la redire. Mais c'était, oui, du coup au début en plus j'avais eu du soutien de Zenart qui m'a fait la PP de la chaîne, la manière, etc. Ouais, j'ai vu ça. Et ça mine de rien, sans le soutien de Zenart au début, je sais pas si je me serais totalement lancé, parce que pendant les semaines de préparation, j'avais que elle pour dire j'ai fait ça aujourd'hui, machin, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc du coup elle a posé une question sur le channel où elle demandait quel est le conseil que vous donnerez aux entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui dans leur projet, quoi. Pas mal de choses qu'on a déjà dit là. Comprendre qu'il d'abord faut être petit avant d'être grand, c'est important. Le vrai conseil, c'est teste, vois si ça marche, et vois si tu peux gagner de l'argent surtout. Parce que là, il y a un truc où tout le monde est à peu près d'accord, sauf les gens qui sont déconnectés des réalités, c'est que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Tout le reste est secondaire. Si tu ne rentres pas de thunes, tu n'es pas une entreprise. Donc, il y a un moment donné, c'est si tu veux entreprendre, est-ce que tu es capable de vendre ? Est-ce que tu es capable de vendre des produits ou des services à des gens ? Tu vois. Et si t'en es pas capable, si tu vois que tu n'y arrives pas, c'est dur. Tu peux essayer de persévérer, obstiner, avancer, mais il y a un moment donné, il faut que tu te prouves à toi-même que ce que tu fais peut marcher parce que tu rentres de l'argent. Nous, on a enfin pu se prouver ça parce qu'on a des milliers d'abonnés payants à Tellington et qu'on sait qu'au bout d'un moment, c'est un phénomène statistique, c'est un état de fait. Ça va forcément plaire à d'autres gens en plus parce qu'on a percé ce plafond de verre. Si on avait que 10 abonnés Tellington, on l'aurait déjà abandonné depuis longtemps en fait. Ouais. Voilà. Et l'autre conseil que je peux donner, c'est persévérer, continuer à avancer, s'entourer, ne pas hésiter à demander conseil justement. T'es con, mais tu vois, typiquement, nous, on a eu un peu l'aide du réseau Entreprendre Haute-Savoie. Alors, c'est des gens qui sont plutôt habitués à gérer des entreprises, on va dire, classiques. Donc, des pizzerias, des salons de coiffure, des business que tout le monde connaît, en fait, des boulangeries, des petites usines.
Mais mine de rien, ces gens-là sont là pour t'aider aussi, ils sont là pour t'accompagner, pour t'apprendre des choses. Ils nous ont fait un prêt d'honneur de 30 000 euros qui nous a vraiment aidé de ouf, parce que si on ne l'avait pas eu, en vrai, on aurait limite failli couler la boîte si on n'avait pas eu ce prêt d'honneur de 30 000 euros, donc il était salvateur. Ils sont de bons conseils. Après, là où ils sont peut-être pas hyper performants, c'est que eux, en tout cas sur le pôle Haute-Savoie, ils sont assez mauvais sur tout ce qui touche aux technologies et tout ce qui est start-up, ils savent pas faire. Ils comprennent pas. Une entreprise à la papa, ils pourront tout expliquer, ils auront toutes les astuces. Une entreprise un peu plus start-up, ils savent pas faire parce que c'est une entreprise où en fait tu as ce qu'on appelle de la scalabilité. C'est-à-dire que le truc peut grossir hypothétiquement à l'infini. Et le fait d'avoir un nouvel utilisateur ne te coûte pas forcément systématiquement plus cher. Je donne un exemple, un boulanger. Un boulanger, s'il a plus de gens qui veulent acheter du pain, il doit fabriquer plus de pain. Donc ça lui coûte plus cher. Tu vois. Nous, plus on a d'abonnés, moins à l'unité un abonné nous coûte cher. Tu vois, c'est les fameux trucs d'économie d'échelle. Tu vois. D'ailleurs, scale, c'est une échelle en anglais, non, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, bah c'est sans doute lié à ça. Et l'autre chose, c'est que nous, vu qu'on est un business numérique, on est accessible de n'importe où. En fait, dès l'instant où tu as l'appli, les gens n'ont pas besoin de venir dans mon appartement pour écouter une histoire. Tu vois. Y a d'autres business où tu es limité par la physique du monde. En fait, un boulanger, bah, tu dois aller dans sa boulangerie en fait, si tu veux acheter du pain. Donc forcément, tu n'auras pas 125 000 personnes en simultané dans sa boulangerie, c'est physiquement impossible. Ouais, c'est impossible. Nous, si Tennington était une boulangerie, vu que c'est un truc virtuel, on pourrait avoir 125 000 personnes qui écoutent Tennington et ça marcherait pareil. On n'a pas besoin d'ouvrir une deuxième boulangerie ou de l'agrandir. On n'a pas besoin d'ouvrir une deuxième boulangerie, une troisième, etc. Tennington peut grossir de manière mécanique. Et le fait aussi que nous, ça soit un business à abonnement, c'est que c'est un business qui est prédictible. On peut dire, le mois prochain, on va gagner à peu près ça. Alors que dans d'autres industries, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, nous, on a... Plus tu investis, plus tu grossis dans les entreprises un peu comme la nôtre, alors qu'il y en a d'autres où c'est moins vrai. Il y a d'autres entreprises plus classiques où le fait d'investir ne va pas forcément ramener plus de chiffre d'affaires, plus de clientèle, etc. etc. Tu vois, c'est ça aussi un des enjeux. Et nous, on vend pas des objets physiques, on n'est pas une usine qui vend des boulons, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. Mais ouais, franchement, ne pas hésiter à s'entourer, allez voir le réseau Entreprendre, il y en a partout. C'est un truc international. Dans ta ville, il y a forcément un réseau Entreprendre ou une branche du réseau Entreprendre qui peut t'aider. Il y a souvent, ne pas hésiter à se renseigner auprès des mairies, des chambres du commerce et de l'industrie. Tu dis, ouais, bonjour, j'aimerais créer une entreprise, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils vont t'aider. Parce que c'est dans l'intérêt de l'État et de la collectivité que des gens créent des entreprises. Parce que si tu crées des entreprises, tu crées de l'emploi. Si tu crées de l'emploi et tu crées de la richesse aussi, si tu fais une entreprise. Donc, qui dit richesse dit que tu vas payer des impôts, en fait. Et du coup, en fait, l'État a tout intérêt à ce qu'il y ait plein d'entreprises. Et parce que du coup, l'État aura plein d'impôts. Donc, il sera bien content. Et c'est aussi pour ça que l'État peut t'amener à te donner de l'argent pour t'aider au début. Parce qu'il se dit, mais oui, je te donne 30 000 euros, je te donne 100 000 euros, peut-être même 1 million d'euros maintenant. Mais peut-être que dans 5-10 ans, ces 100 000 euros que je t'ai donnés, ils se transformeront en 1 million d'impôts pour moi. Tu vois, en fait, c'est l'État, d'un certain point de vue, les collectivités investissent sur les entrepreneurs. Tu vois. Mais ce que je trouve très dommage, c'est qu'il n'y a aucun cours d'entrepreneuriat à l'école. Ça, on te dit pas. Je sais pas si ça a été le cas pour toi aussi quand tu étais au bahut. Les profs te formatent à vous aurez un métier, vous serez salarié, vous serez employé, vous bosserez pour quelqu'un. On t'a jamais dit que tu pouvais être le mec pour qui les gens bosseront. Pour qu'on te dise ça, faut déjà être friqué, le savoir, ou avoir un proche qui est artisan, ou faire une école de commerce. Et ça, je trouve ça dommage. C'est dommage. Il y a un rapport de hiérarchie et de domination qui est systématiquement transmis par l'école. C'est très vrai. Et pas que dans le monde de l'entreprise. Hein. Ce que t'apprends le collège, c'est le respect de l'autorité. Hein. Au-delà de... Il y a des sonneries, il faut se mettre debout quand le professeur arrive, il faut pas être en retard, sinon tu as des punitions, etc. Un collège ressemble beaucoup à une usine du 19e siècle, en fait, ou même encore de nos jours, il y a des usines qui tournent toujours comme ça. Il y a plein d'usines de décolletage où tu as aussi des sonneries toutes les heures pour dire fin de boulot, on reprend, pause manger, on pointe. Enfin, l'école fait du prêt à l'emploi, on va dire. Ensuite, la deuxième question de la troisième partie, c'était ouais, à quel moment, donc vous avez dit que c'est à peu près au moment où vous êtes rencontrés, mais de manière plus précise, vous avez dit bon, on va créer une entreprise. Il faut qu'on crée une entreprise pour pouvoir aller dans nos projets. On va créer une entreprise. Oh, je pense le jour J. Hein. Le sujet est très vite arrivé sur la table parce qu'on s'est dit ah viens, j'ai un projet, viens on fait ça. Et je crois que pour le coup c'est toi Kevin qui a dit bah il faut qu'on crée une boîte et qu'on se structure parce que tu peux pas juste. Tant que t'es tout seul, ça va. À partir du moment où t'es deux. Ouais, où tu commences à être plusieurs, tu dois t'associer à un moment donné.
tu dois Ok. t'associer. Ok. Et après, on a notre mentor, Majid, qui nous aide énormément aussi sur beaucoup de sujets. Ok. Ouais, voilà, donc ensuite, c'est deux questions qui vont un peu ensemble. Est-ce qu'il y a des choses avec le... Alors, je pense, peut-être BF en fait partie, mais des choses avec le studio que vous avez regretté, vous auriez fait différemment, et des choses qui sont, au contraire, pour vous, des grandes fiertés, et c'est très bien, quoi, et vous aurez rien à redire là-dessus, entre guillemets. Jamais Par- rien à redire. Oui, c'est ça, Moi, il y c'est... a... moi, il y a un regret, c'est si j'avais su qu'on partait autant dans le mur en faisant BFE, on se serait concentré sur Tellington dès le début. Et on aurait gagné un temps précieux, je pense. Parce qu'on a facilement cramé quasiment un an en faisant de la merde au début. Ça fait perdre du temps, surtout. On a perdu du temps. On a perdu beaucoup de temps. Voilà, c'est un des seuls petits regrets que je peux avoir. L'autre, c'est d'avoir fait peut-être trop facilement confiance à certaines personnes par inexpérience. De se reposer sur les gens en se disant « Ah, lui, il est sympa, il va faire du bon boulot », alors qu'en fait, c'est pas parce qu'une personne est sympa qu'elle fait du bon taf. Mais ça, voilà, c'est normal, en fait. Quand tu sais pas, t'apprends, tu fais des erreurs et tout. Mais maintenant, quand je bosse avec des freelances, je suis beaucoup plus serein qu'au début, parce que maintenant, on a appris que, voilà, on fait des contrats, c'est hyper strict, c'est hyper borné. Les dates de rendu, c'est ça. Le niveau de qualité attendu, c'est ça. Sinon, t'es pas payé, etc. Alors qu'avant, c'était « Ouais, t'inquiète ». Et puis le mec, il te livre de la merde et il dit « Maintenant, tu me payes ». Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, après, est-ce qu'il y a d'autres regrets Non, peut-être pas. Si, d'avoir pris MailJet. Ah oui, c'est vrai. Notre système de newsletter au début qui était flingué du cul. Oui, la newsletter, oui. J'avais fait une vidéo là-dessus pour le LOL parce que c'était vraiment un service de merde. J'espère pour eux qu'ils se sont améliorés depuis le temps, mais on n'avait que des problèmes. Vous allez Un la autre remettre regret, en si. place d'ailleurs, la newsletter? Quand on aura le temps, oui. Mais c'est vrai que la com, C'était sympa, ça. c'est compliqué. Mais après, oui, c'est con parce que là, il y a. En fait, dans la boucle mail, on a plus de 12 000 personnes. Ah ouais. On peut arroser 12 000 personnes avec des mails, là, Ah ouais. si on veut. Donc, les gens peuvent se désinscrire, bien entendu. Hein, c'est la loi qui le permet. Tu cliques sur un lien dans le mail et tu n'es plus inscrit à la newsletter. Mais c'est un outil. On sait que c'est un outil de communication qui est très puissant parce qu'on a des taux d'ouverture que des fois, ça frôle les 30%. C'est énorme hein, pour du mail. On l'utilise pas tout de suite, mais je pense qu'on va réfléchir à des manières chouettes d'utiliser ça à venir. Après, je sais que les gens, en général, n'aiment pas trop recevoir des mails s'ils n'ont pas d'intérêt particulier. Oui, toi, oui, parce que t'es fan et t'as envie de découvrir une info top. Ouais. Mais si je te dis des trucs que tu sais déjà ou qui c'est un peu trop incitatif, tu vas nous passer en spam au bout d'un moment et ça sera mort. Disons que maintenant on a, oui effectivement, alors déjà oui si c'est prendre un abonnement, oui c'est ouais, mais surtout c'est le côté maintenant on a les keynotes qui sont plus régulières, plus imagées. Enfin, j'essaye en tout cas. Ouais bah ça va ouais. Et ouais peut-être il y a les deux, mais bon moi je trouvais toujours ça drôle de recevoir mon petit mail et d'en voir où étaient les projets. Je trouvais ça sympa. Bon, voilà. Après, là, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de donner cette information. L'information de la newsletter, elle arrive, mais par d'autres biais, ça peut être la keynote, ça peut être du blog. En tout cas, ce qui est prévu, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'il y aura un système de notification par mail, genre quand une nouvelle série arrive, quand un épisode vient de sortir. Quand ça fait très longtemps que tu n'es pas allé sur l'appli, peut-être une petite relance en mode « Hey, en fait, il y a ces 3 séries-là qui sont sympas. » Tu vois, ça, on pourra le faire. Mais faut pas qu'on fasse trop les forceurs, trop les bourrins, parce que c'est très précieux. Une bonne base mail avec une bonne newsletter, faut pas faire de la merde avec. Okay. Mais t'imagines la puissance du truc, le jour où il y a la boutique qui sort, t'envoies à 12 000 personnes un mail pour dire vous pouvez acheter le nouveau bouquin. Cling, il suffit qu'un mec sur 100 achète, tu vois. C'est con, mais ça peut aller très vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, plein de trucs à réfléchir de ce côté-là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre regret pas avoir pris tout de suite un cabinet comptable un peu mieux, un peu plus installé. Parce qu'en fait, par souci d'économie, on a pris un petit cabinet qui en soi, ils font leur taf. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a pris un truc pas cher et du coup, on a un service pas cher. Donc, dès que tu veux aller chercher des choses un peu plus loin, naturellement, tu es obligé de payer un peu plus, ce qui est normal. Je leur jette absolument pas la pierre. Mais là, avec l'argent de la levée, on va tranquillement aller chez des professionnels un peu mieux installés, géographiquement proches de moi aussi, que je puisse me rendre dans leur bureau physiquement si j'ai un problème et que je veux dire « Ouais, il est où le comptable là ?» Enfin, tu vois.
Tu vois, en fait, ça fait partie de notre courbe d'apprentissage, donc j'ai pas envie de dire que c'est des regrets, parce que si on n'avait pas vécu ça, on ne se serait pas rendu compte que la situation n'était pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà. Ok. Il y a plein de trucs comme ça, de conneries qu'on fait depuis le début, qu'on ne refera plus à l'avenir et qui nous permettent de grandir et d'avancer. Je pense que si on pouvait voyager dans le temps et que le mois de maintenant discutait avec le mois de quand on venait de créer la boîte, mais il y a tellement de trucs qu'on aurait fait différemment. Tellement de trucs. Pareil au niveau de la levée de fonds qui a été un enfer à gérer. Tellement de trucs. Ah, du coup, c'est ta Enfin, on a vécu des vertes et des pas mûres, mais c'est hyper intéressant. Mais j'en ferai des vidéos, un de ces quatre, je pense. Ouais. Ok. C'était au niveau d'investissement de la communauté, donc bon, tu as eu l'occasion d'en parler là, t'en as parlé dans ta FAQ, mais du coup, Jeff, toi qui es plus sur le côté technique, comment est-ce que tu perçois l'investissement de la communauté dans Tellington? Et est-ce que c'est plutôt une force ou au contraire c'est plutôt un problème quand on te fait 12 000 récaps, des trucs comme ça? Enfin, comment tu Non, vois, c'est une force. C'est une force. Après, moi, j'y suis déjà d'avant. Donc, enfin, je rentre pas dans un monde bizarre. Je rentre pas dans un monde que je connais pas. J'étais déjà un peu dans la communauté. Bon, j'étais un petit peu plus effacé. Mais je voyais quand même ce qui se passait, etc. Je voyais bien ce que faisait la communauté. Le Discord, j'étais sur celui d'avant. Ouais. Je connais la plupart des gros utilisateurs, enfin les bavards, je les connais. Tu parlais de Zénard tout à l'heure, tu parlais de Ghostboy, enfin tous ceux ceux qui posent des questions, de toute façon, c'est souvent les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes. Bon, après, il y en a qu'on voit plus, il y en a qui disparaissent pendant 6 mois puis qui reviennent. mais par contre, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Parce que là, je vois, du coup, ça fait 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de départ. Hein. Personne s'en va, les gens sont toujours là, finalement. Et ça, c'est cool. Ils se lassent pas, ils restent, ils sont solidaires, on va dire. Ouais. Mais cool, c'est une force. Et c'est une force de voir les gens utiliser ce que tu fais. Et c'est un peu la force de Geoffrey aussi, de dire que je fais une histoire, mais cette histoire, elle est lue. Elle est écoutée. Si c'est pas écouté, ça n'a aucun sens. Moi, c'est pareil, si je crée une appli, si je crée un site web, s'il n'y a personne dessus, ça n'a aucun sens. Et moi, je suis content finalement quand vous trouvez des bugs, parce que je vais pas les chercher déjà. Mais ça veut dire que c'est utilisé. Et le fait que ce soit utilisé, c'est vachement important. Okay. T'as fabriqué un truc qui sert à des gens. Ouais, il y a un côté important dedans. Ouais. Typiquement, quand tu regardes des calendriers, tu remarqueras que tu as toujours une explosion de commentaires, mais au dernier épisode. Parce que les gens, ils se sont dit, voilà, j'ai passé 24 jours avec lui, je lâche un petit commentaire quand même. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, hein, c'est 4 fois, tu regarderas, c'est genre 3-4 fois le nombre de commentaires des autres, parce que c'est le dernier, et parce qu'on était là pendant 24 jours tous ensemble. Et c'est très important de prendre en compte cette communauté silencieuse, parce que c'est des gens qui sont là en stand-by, on va dire, et ils sont prêts à monter sur le front au besoin, tu vois. Faut pas, c'est des troupes de réserve, si tu vois. Typiquement, moi je suivais la chaîne Superflame depuis, je crois que j'ai dû commencer avec le Vox Populi Aubert, je crois. Ah ouais, c'est un des premiers. Donc ouais, un des premiers Vox Populi, c'était là que j'avais commencé. Après j'étais remonté sur les dialogues de l'impossible, enfin bref. Donc peut-être aller 3 ans avant de t'envoyer un mail. J'ai jamais mis un commentaire, j'ai jamais mis un like, parce que j'en mets jamais, de toute façon. J'ai envoyé qu'un seul mail, j'ai fait qu'une seule réaction. Et ça marche. Mais la conséquence, c'est qu'on a créé une boîte, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc comme quoi. La plupart des gens sont silencieux, et par contre, des fois, quand ils font des actions, après, ça part plus loin. Bah pareil, hein, je pense qu'on peut le dire, un de nos investisseurs, c'est un abonné, hein. Il y a un mec qui nous a lâché 50 000 balles d'investissement, c'est un de nos abonnés. Oui. Ah ouais. Et le mec avait même à l'époque donné, je crois, 3 000 € sur le crowdfunding Andrew Bennett. Le mec, silencieux, pas de commentaires, parlait pas et tout, mais le jour où il a appris qu'on faisait une levée de fonds, il nous a envoyé un mail. Okay. Et in fine, il nous donne 50 000 balles. Oui, c'est vrai qu'il parlait jamais, on le voit jamais. Il parlait pas, mais il est même sur le Discord, hein. Il est sur le Discord, hein, le gars. Oh, je crois qu'il a déjà écrit un ou deux petits messages de temps en temps, mais c'est juste un fan silencieux. Et là, et le mec est pété de thunes. et il attend, il compte ses millions là, tu vois. Okay. Mais c'est super intéressant. En fait, on a tous des... Voilà, on part dans des discussions un peu plus philosophiques, mais on a tous des trajectoires de vie, etc. Et il y a des moments où elles se croisent, quoi qu'il arrive. Et en fait, ce
qui est fabuleux, c'est que de par ma position de youtubeur et même de notre position d'entreprise publique avec vraiment une interaction communautaire, plus tu connais de gens, plus ces chemins ont de probabilité de s'entrecroiser, en fait. Et de ça ne découlent forcément des opportunités à un moment donné. Et de très belles choses peuvent en découler, tu vois. Et ça, c'est à garder en tête. Plus tu te lies aux gens, plus tu as de proximité avec l'autre, plus l'autre, in fine, viendra vers toi et ça t'apportera des choses, tu vois. Donc, Ça se trouve, on va avoir des opportunités qui vont nous faire complètement basculer. Ça m'étonnerait qu'on change du tout au tout, mais ça se trouve, on va faire des trucs complètement plus grands ou plus différents, ou pas du tout comme on pense le faire maintenant, parce qu'on aura fait une rencontre qui fait que tel mec, il a telle compétence, il veut nous. Mais ça c'est un vrai point positif Je sais pas où ça va. de pouvoir être capable de se dire ok bon on a ça comme idée de départ, il propose quelque chose de bien, meilleur peut-être que ce qu'on avait eu, bah on est capable de reconnaître et d'évoluer. Ça je pense que ça c'est un des trucs qui a fait que ça reste sur le temps et que vous allez rester pendant longtemps, c'est l'idée de dire bon on avait ça comme idée mais là on a eu ça, c'est meilleur, faut être capable de reconnaître que même si on était parti là-dessus, bah du coup il y a l'exemple évident de Battle for Gadia mais je suppose qu'en interne vous devez en avoir d'autres. Et ça, c'est une qualité importante. Oh, des projets, on en a pour les 50 prochaines années. Hein. Je pense que là, jusqu'à la retraite, tranquille. Ah ouais. Enfin, la retraite. Il n'y aura jamais de retraite. Mais bon. Bon. On sera millionnaire avant. Je pense. Espérons pour vous. Ensuite, ouais, donc l'avant-dernière question, c'était du coup. Où en est la levée de fonds? Parce que c'est un peu la question, elle revient à chaque keynote, elle est venue à la du coup, là, je peux te le dire. Je l'annoncerai en grande pompe un peu plus tard, mais la vidéo, vu qu'elle sort le 16 décembre, je pense entre-temps, j'aurai fait une annonce un peu plus officielle. Pour les gens qui nous écoutent, sachez qu'on est le 3 novembre, là où on enregistre. Voilà. Ça y est, on commence à avoir l'argent. On a eu un petit coup de mou sur la levée de fonds ces dernières semaines, parce qu'au dernier moment, à 2 jours des signatures, on a un investisseur qui a dit finalement, j'y vais plus. Pour des raisons qu'on a entendues, même si on a trouvé ça très dommage. Et du coup, en fait, le problème d'une levée de fonds, c'est qu'en fait, c'est un accord commun entre les différents investisseurs. Et chacun dit, moi je mets tant, moi je mets tant, moi je mets tant. Et les différents investisseurs savent qui investit et quel montant, etc. Et en fait, c'est vraiment comme un château de cartes. Tant que t'as pas signé et tant que t'as pas reçu l'argent, il peut toujours se passer un truc. Et en fait, le fait de retirer un investisseur, c'est comme retirer une carte du château de cartes. Il peut s'effondrer. Et ça a été des moments extrêmement anxiogènes et très durs à gérer pour nous, parce que le fait que ces gens se retirent, on a été marron de plusieurs dizaines de milliers d'euros, du jour au lendemain, comme ça. Tu vois. Et du coup, il fallait d'une part accuser le coup, ensuite être sûr qu'ils partaient vraiment, et que c'était pas du bluff, et que aussi il n'y avait pas moyen de les faire revenir. Donc il y avait ça qui nous a pris déjà plusieurs jours avant d'acter clairement qu'ils étaient vraiment plus là. Et à partir de là, il fallait prévenir tous les autres investisseurs que voilà, il y a un tel qui se barre. Est-ce que toi, d'une part, t'acceptes de rester, et d'autre part, est-ce que tu veux augmenter ce que tu avais déjà prévu de mettre pour combler ce qui manque? Et on en a que un qui a augmenté sa participation de 10 000 euros, merci à lui, ça fait super plaisir. Mais du coup, ça a été très anxiogène, très long. Et là, on a dit, à partir de ce moment-là, faut que, maintenant qu'on a eu ces accords de tout le monde, on boucle tout, on s'en fout qu'on ait moins d'argent que prévu à la base. Là, il faut qu'on ait les thunes, parce que ça fait un an qu'on court après, on est au bord du burn-out. De quoi? Il y a ce côté, tout peut disparaître. Ah, il y a ce côté, tout peut disparaître. Et là, en gros, on était vraiment en mode apprendre ou à laisser. Et on a dit, vas-y, on prend. On prend et on arrête. On remet pas une pièce dans la machine, qui est une machine infernale, ça dit en passant, qui nous a fait perdre beaucoup de temps pendant une année complète. D'énergie. Et d'énergie. Et on aurait pu attribuer à autre chose. Tu vois. Mais le fait est que maintenant, on sait ce que c'est une levée de fonds, on sait comment ça tourne. Est-ce que ça serait à refaire? On le referait, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on est armé pour en refaire une plus tard. En tout cas, on pourrait le prendre un peu plus à la légère. Mais surtout, si on est en capacité de négocier auprès des banques, je pense que c'est beaucoup plus simple au final de négocier avec des banques, d'avoir des très gros prêts et de rembourser ces prêts, en fait, plutôt que simplement faire de l'invest. Parce que c'est très très dur. Après, c'est dur de convaincre les banques, mais ça va plus vite. C'est dur de les convaincre, mais ça va plus vite une fois que ça roule. Après, ce que nous expliquait notre banquier, Alexis, si tu regardes cette vidéo, notre banquier, c'est le banquier, c'est bête et discipliné. Ça traite pas les entreprises comme les particuliers. Les entreprises, déjà, vu que c'est un truc qui sert à générer du pognon, les banquiers sont un peu plus rassurés par une entreprise
parce que déjà, ça a une visibilité. Votre boîte, elle rentre tant tous les mois, donc a priori, le mois suivant, elle va rentrer tant aussi, tu vois. Et du coup, ça a une plus grande capacité d'emprunt parce que ça a une plus grande capacité de remboursement, tout simplement. Et en fait, ce que va regarder le banquier, c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort de ton compte bancaire. Si tu rentres tous les mois 10 000 euros, mais que tu ressors que 2 000, ça veut dire que, techniquement parlant, tu es en capacité de rembourser 8 000 euros par mois. Tu vois, et c'est comme ça que va penser le banquier. J'exagère pour que les gens comprennent, mais voilà. Et du coup, si tu peux rembourser 8 000 euros par mois, si c'est un emprunt d'un an, tu peux emprunter 12 fois 8 000, par exemple. Tu vois. Ça, c'est des conneries comme ça. Ok. Donc là, tu comprends qu'effectivement, c'est comme ça que marche le capitalisme. Hein. C'est un truc qui est prospère, un truc qui gagne de l'argent pourra toujours avoir plus d'argent plus facilement qu'un truc qu'on gagne pas. On ne prête qu'aux riches, comme dit le dicton, et c'est vrai. Ouais. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Là, à l'heure actuelle, maintenant qu'on a levé des fonds, si je veux 50 000 euros de ma banque, je peux les avoir très facilement. Ah ouais, Alors qu'avant, c'était fallait une galérer. galère, ouais. Ok. Ok. Alors qu'avant, même pour 10 000, ça paraît oui. Oui, si, parce que vu qu'on a un compte startup et tout, nous, c'est des prêts de trésorerie, tu peux les avoir. Hein. Mais voilà, c'est très. Ok. Il faut prouver que tu es en intéressant. place. Je sais plus de quoi on parlait. Non, mais on parlait Ah oui, de la levée de fonds. Bah voilà, donc annonce, c'est bon. Les gens commencent à envoyer l'argent. Là, il y en a certains qui sont amusés à m'envoyer le fameux membre de la communauté là, qui est aussi sur le Discord et qui a investi chez nous. Il a envoyé un petit screen du virement, tu vois, gros 50 000 euros vers Superflame Studio. Ok. Et du coup, vous pensez Donc, pouvoir vous installer dans les locaux bientôt? Le plus vite possible. Ah, Le plus vite possible. mais- pour le Un de calendrier, nos vous pensez investisseurs. De quoi? Pour le calendrier, vous pensez? Ah non, ce sera mort. Je ouais. pourrais pas tourner le calendrier dans les nouveaux locaux. Parce qu'il y a des travaux à faire dans tous les cas. Il sera tourné chez moi, très probablement. À moins d'un miracle, il y a peu de doute. Pour les locaux, ça, je devais en parler dans la prochaine keynote. Un de nos investisseurs est un mec qui avait une boîte de BTP avant, donc qui était dans le bâtiment. Et typiquement, c'est lui qui va gérer tous les travaux pour nous. Vu qu'il investit dans la société, il a tout intérêt à ce que ça coûte le moins cher possible et que ce soit les meilleurs matériaux possibles aussi. Donc, Ok, donc il va... il va vraiment être le chef d'orchestre du chantier. Ça tombe bien, j'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas gérer un chantier. Et du coup, il va dire il faut que l'électricien vienne tel jour, que le maçon vienne tel jour, que le charpentier vienne, Ouais. etc. Machin. Donc il va gérer tout ça pour nous. On va juste lui dire t'as 100 000 euros et il faut refaire tout ça comme ça. Ok. Mais ça c'est pas mal du coup, parce que ça veut dire que parmi vos actionnaires, vous avez quand même des gens qui peuvent ajouter une valeur ajoutée. Ouais, en plus de l'argent. il y en a qui ont de la bouteille. Oui, même Majid qui est là depuis le début, il a un studio d'animation, quoi. C'est pas rien. Le mec a une capacité industrielle de production audiovisuelle qu'on n'a pas. Ok. Mais lui, il peut. C'est Euh, juste une question d'argent. Non, mais c'était pour enchaîner sur la dernière question du coup. Dernière question, elle est un peu bateau, mais moi j'aime bien. Dans 10 ans, comment vous voyez Superflame Studio et qu'est-ce que pour vous c'est Superflame Studio là dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit un leader du divertissement en France. Au moins en France. À l'échelle européenne, je pense pas qu'on y arrivera. Encore que tout peut arriver, mais pour rester dans une forme de pragmatisme, si on est dans le top 5 des boîtes de divertissement numérique françaises, je serais content. C'est pas mal ça. C'est déjà pas rien. Ouais, c'est déjà... C'est déjà pas rien. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas. En fait, et au-delà de ça, en fait, j'ai envie de dire, si on est capable de compter vraiment pour plusieurs centaines de milliers de personnes, j'en serais heureux. Mais vraiment que c'est un truc qui touche aux tripes et tout. En mode, on sait que dès qu'on sort un truc, il y a 5000 personnes, elles sont au garde à vous, elles sont prêtes à y aller parce que ça leur plaît. Ok. Eh Du ben, coup, ça veut dire qu'on pourra faire du cinéma. Parce que du coup, on pourra remplir des salles de cinéma. oh là, le Voilà. truc de dingue. Oh là, le truc de dingue. Ah, si un jour vous sortez un film au cinéma, Ah bah j'espère bien qu'on le fera. ça c'est un truc de dingue. Ça, J'espère bien. déjà, il va y avoir un gros gap du fait de rajouter l'image au son. Et dès qu'on entrera dans ces sphères-là d'enjeux, dès qu'on aura fait la bascule Tellington, Battle for Egadia, qui sont les deux gros projets, on est capable de faire un truc qui est visuel, genre un dessin animé, genre un court-métrage, un machin comme ça, autoproduit en interne, tout bien tout propre avec des effets spéciaux. À partir du moment où on a pu se prouver qu'on pouvait faire ça, si on a le temps et les moyens, je pense qu'on va faire un petit projet, un petit Netflix dans Tellington où tu pourras vraiment regarder des séries de notre univers. Mais après, ça coûtait tellement cher, mec. Ou pourquoi pas passer des contrats avec des diffuseurs. Moi, tant que j'ai la propriété intellectuelle sur mes œuvres, je n'ai pas de souci à diffuser, par exemple, une série Andrew Bennett sur Netflix, ou pourquoi pas si c'est un dessin animé sur ADN, n'importe quelle autre plateforme de streaming.
Surtout si eux, ils sont prêts à mettre de l'argent en face qui permet de faire la chose. En plus, je crois qu'Aden, ils sont intéressés par les productions françaises maintenant. Ouais, de ouf, de ouf. Bah là, il y a Ankama qui a pris une grosse participation chez eux, ça a été annoncé dans la presse là récemment. Ils ont vraiment recentré sur... avant, ça s'appelait Anime Digital Network, maintenant il s'appelle Animation Digital Network. Ouais. Ils veulent vraiment devenir le leader du dessin animé en Europe. En gros, de ce que je vois, la stratégie qui se dessine, c'est ça. Et ça sera avec plaisir qu'on y prendra part s'il y a de la place pour nos univers et s'ils sont chauds dans des discussions futures qui auront lieu dans 5 ans. Tu vois. Ok, bon, bah écoutez, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant que je coupe ouais, merci. par rapport aux gens. Merci à toi d'avoir pris du temps, de prendre du temps pour la communauté aussi, parce que mine de rien, tu partages avec les gens de la commu tout ça. C'est très cool de pouvoir mettre un visage derrière cette voix. Et je pense que tu y gagnerais à te filmer dans les vidéos, montrer ta tête. Après, si t'assumes pas, t'oses pas trop, le fais pas. Hein. Non, Mais je pense que mettre un visage derrière ta chaîne, ça pourrait être chouette. En tout cas, merci d'avoir accepté, encore une fois. Pour moi, ça représente beaucoup de choses de pouvoir vous avoir. Et puis surtout, là, on a beaucoup parlé. J'ai aucune idée de combien de temps fera l'interview finie. Je pense que je vais balancer le rush. Si tu veux. Non, mais ouais, tu pourrais, mais ça va être très long. N'hésite pas peut-être à couper en plusieurs vidéos, hein, parce que là, t'as 2-3 heures de contenu. Hein. Eh ben, j'avais prévu de faire une trilogie à Noël pour un peu sur le 5e calendrier, une première vidéo sur les entreprises actives de ta chaîne, une 3e hommage, etc. Je pense que je vais organiser ça un peu différemment. Mais voilà, c'est ça. Et donc ouais, merci à vous vraiment. Et voilà, et puis continuez, surtout continuez. Parce que moi, quand je fais ma petite vaisselle et que j'écoute Talbor... Je vous écoute sur mon poste radio. Mais je suis content, quoi. Donc voilà. Ça roule. Sur Tellington, de toute façon. Oui. Tu t'appelles vraiment Jimmy Shade ou c'est un pseudo? Non, c'est un pseudo, mon vrai nom c'est Gaspard. Gaspard, ok. Bah, Jimmy Shade, c'est mon pseudo depuis très longtemps. Oui, Mathusalem. Ouais, et d'ailleurs, quand j'étais passé dans les lives radio libres, à l'époque, je voulais devenir catcheur professionnel. Hein, c'est pour dire à quel point ça a changé. Ah, mais oui, mais c'était toi! Tu t'en souviens? Mais oui, mais t'étais jeune de ouf alors! J'étais très C'était jeune. toi! Ouais, et Ah, je voulais déjà m'appeler Jimmy Shade. T'étais taré, mon gars! Ouais. Non, mais le catch, c'est toute ma vie! D'accord, putain, bah oui, je m'en souviens. Je savais pas que c'était toi. Ouais. Ah oui, je me souviens, mais des vieilles radios libres que je faisais. Ah ouais, mais c'était la vraie époque. Ouais, moi je voulais être catcheur! Énorme. Ouais. Et Draco Picker aussi, qui passait souvent à l'époque. Il arrivait à passer à toutes les radios libres, lui. Ouais, il y en a un qui passait. Faudrait que j'en refasse à l'occasion. Ah, mais c'était sympa. Hein. Mais voilà, et ouais, à l'époque c'était déjà Jimmy Shade et je gardais ça. Et l'Omniscient, je me suis dit, je vais prendre un nom différent pour la chaîne. Et l'Omniscient, je kiffe. Hein. Franchement, je kiffe l'Omniscient. Donc... Bah, nickel. Donc, bon, voilà. Bah écoute, nous on va avoir une autre réunion. Ouais. Je pense qu'on va se faire une petite pause parce que là il y a Majid qui va nous attendre bientôt. C'était très chouette d'échanger avec toi, j'ai hâte de voir la vidéo. Et puis si t'as besoin de quoi que ce soit de notre part, t'hésites pas, tu nous envoies un petit message, on répondra assez vite. Non, non, voilà. Non, moi la seule chose que je vous dis c'est continuer. Bonne réunion et puis encore merci et bonne journée. Hein. Ça roule, salut. Salut. Au revoir, salut.